Nicolas Legendre. Merci d'être avec nous. Euh, Vous êtes journaliste installé en Bretagne, où vous travaillez, si j'ai bien compris, pour plusieurs titres, dont Le Monde sur un certain nombre de questions. Et peut-être que certains de nos auditeurs se souviennent d'avoir vu dans Le Monde, justement, au printemps, les bonnes feuilles du livre qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Mais donc, en plus d'être journaliste installé en Bretagne, vous êtes, et ça me semble très important, étant donné le sujet qui nous occupe aujourd'hui, vous êtes fils d'agriculteur. Et, et, il me semble que ça a une importance dans votre rapport à ce sujet. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que vous-même, est-ce que vous avez hésité à un moment donné à être vous-même agriculteur ou pas? J'ai longtemps voulu être concepteur de machines agricoles. Et oui, je pense comme beaucoup d'enfants de paysans, j'ai voulu être agriculteur pendant ma jeunesse, mon enfance. Ça m'est passé au collège ou au lycée. Donc je voulais être agriculteur puis concepteur de machines agricoles on est beaucoup hein, à être fasciné par la machine, fils de paysan en particulier. Voilà, donc moi ça m'a longtemps passionné et fasciné ces grosses bécanes. Voilà. D'accord. Et ça m'est Alors, passé ensuite pour diverses raisons. Je choisis d'autres voies. Mon frère et ma sœur également, donc la ferme n'a pas été reprise. d'accord. Je précise pour ceux qui participent avec nous à ce webinaire ce matin que je commence par vous poser un certain nombre de questions pour planter le décor, mais qu'évidemment, ils sont les bienvenus pour poser les questions dans un deuxième temps. Et je crois, comme on vous l'a recommandé, en les écrivant dans le question-réponse du webinaire qu'on va suivre, qu'on va regarder dans un moment. Alors, ce qui nous aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de ce livre. Je ne sais pas si j'espère qu'on l'aperçoit à l'écran, sorti au printemps, Silence dans les champs. En ce qui me concerne, je vous en recommande la lecture. L'aspect très, si je puis dire, novateur de ce livre, c'est qu'il met en cause un certain nombre de faits regrettables dans le milieu agricole, disons, qualifions-les d'intimidation d'un certain nombre d'agriculteurs qui ne sont plus d'accord avec le système, le critiquent, veulent en sortir, etc. Disons tout de suite que la limite, j'espère ne pas vous choquer en disant ça, Nicolas, c'est que il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu donc on a peu de pièces, si je puis dire, sur ce phénomène. C'est plutôt une accumulation de témoignages qui vous a frappé et que vous avez recueilli. Et évidemment, ça nous met dans une position où le lecteur fait confiance au journaliste sur tout ce qu'il lui raconte. Et on est bien obligé par ailleurs d'imaginer, on espère, que ce n'est pas une généralité de situation, mais c'est quand même une série de symptômes euh, euh, inquiétants, et c'est ce qui fait en tout cas que moi j'ai eu envie d'en savoir plus et de vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cas, notamment peut-être les premiers qui vous ont frappé, qui vous ont décidé à en faire une enquête, ou voilà, quelques exemples pour qu'on comprenne bien de quoi on Oui. parle. Moi, j'étais pas naïf avant de commencer ce travail sur les rapports de force au sein du monde paysan, notamment pour l'accès à la terre. Il y a une guerre des terres hein, dans le monde agricole, en Bretagne et ailleurs. C'est lié à l'agrandissement perpétuel des fermes, hein. Pour s'agrandir, il faut trouver des terres. Pour trouver des terres, il faut que d'autres paysans arrêtent soit parce qu'ils sont trop endettés, soit parce qu'ils sont au bord du burn-out, soit parce que ils sont plus en mesure de suivre le train du progrès, je mets des guillemets à progrès,
soit parce que on a fait en sorte qu'ils arrêtent. Euh, voilà, donc moi, c'est une réalité que je connaissais. Je connaissais aussi un certain nombre de faits et comment dire, de choses qui avaient pu être relatées dans les médias, hein, donc qui étaient documentées concernant les pratiques du monde agro-industriel. Là, je parle de tromperie sur la marchandise, etc. On peut parler de l'épisode de la vache folle, du poulet à la dioxine, de tout un tas de choses qui relèvent des passages de ligne jaune, disons. Donc ça, moi, j'étais au courant de ça. En revanche, j'ai, durant mon enquête, recueilli un certain nombre de témoignages euh, qui m'ont fait penser que ces pratiques, ces dépassements de ligne jaune pouvaient être systémiques. Euh, c'est d'abord deux syndicalistes hein, que je rencontre qui sont un peu à la base, au commencement, qui ont déclenché plus ou moins cette enquête. Ils me racontent leur expérience, donc c'est 40 ans d'expérience cumulée dans le monde agricole et agroalimentaire breton, et qui me déroulent comme ça tout un tas de faits qui sont pour certains présumés, pour certains prescrits. Dans un certain nombre de cas, il n'y a pas eu de procès, il n'y a même pas eu de plainte. Et là, on part. Peut-être situons ces syndicalistes, on peut situer au moins leur syndicat. Non, j'ai choisi de pas les D'accord. nommer ni l'un ni l'autre pour les protéger. Euh, mais ce sont des gens qui sont à la fois syndicalistes dans le monde paysan et dans le monde, disons, agroalimentaire. Mhm. Voilà. Et qui me racontent en fait des cas euh, de paysans qui auraient cherché à faire un pas de côté par rapport à leur coopérative, qui auraient critiqué la stratégie de leur coopérative, qui auraient voulu mettre en place un fonctionnement alternatif par rapport au modèle dominant, c'est-à-dire le productivisme agro-industriel, et à qui il serait arrivé tout un tas d'avaries, on va dire. Donc là, ça peut être des menaces, des pressions, des intimidations, des difficultés pour l'accès à la terre, pour l'accès au financement, voire dans certains cas des sabotages. Euh, c'est c'est ce qui m'a fait penser qu'il y avait peut-être un problème, une question de brutalité, de violence systémique au sein du monde agricole et agro-industriel. Alors, en Bretagne en particulier, mais la Bretagne pour moi est un cas d'école, et pas un cas à part. Et c'est ce qui a en partie déclenché mon enquête. Et donc par Quand, la suite, ouais. quand vous dites systémique, c'est-à-dire que vous pensez que c'est vraiment généralisé, qu'il n'y a pas de secteur, de coopérative où ça se passe bien. Si, si. Bon. C'est à l'évidence, alors, et moi je tire des conclusions à partir des nombreux témoignages que j'ai pu recueillir, des documents que j'ai pu lire. Voilà, et c'est environ 300 témoignages, des Hum, paysans hum. bien sûr, mais aussi des syndicalistes, des ministres, anciens ministres, des élus, des magistrats, etc. C'est assez large. Euh, Ce que je peux en dire, et là c'est mon interprétation, c'est qu'à mon sens, cette violence, ces formes de violence diverses, hein, elles s'exercent de façon systémique au sens où ça existe depuis l'avènement de l'agro-industrie productiviste. Ça existait avant, hein, bien entendu. C'était pas le monde Mhm. des bisounours avant le monde rural et le monde agricole. Mais certaines tensions, certains rapports de force ont été exacerbés par l'avènement de l'agro-industrie productiviste, du fait de la culture de l'individualisme, de l'insertion aussi de l'agriculture dans des logiques de compétition mondiale, etc. Euh, donc c'est systémique au sens où c'est pas nouveau et au sens où ça se produit, ça peut se produire euh, indifféremment dans l'espace aussi. Ça peut comment dire, ça peut concerner un paysan en Ille-et-Vilaine, mais aussi en Morbihan, en Côte-d'Armor, etc. En revanche, ce n'est pas systématique parce qu'on a des cas où de paysans qui ont fait un pas de côté, qui ont critiqué leur coopérative ou leur banque, et pour qui ça s'est bien passé.
Donc voilà, c'est pas systématique, mais en revanche, à mon sens, c'est Alors, systémique. Concrètement, de quoi il s'agit? En fait, parce que là, ça peut paraître abstrait, j'en ai bien conscience. Euh, il me semble qu'il y a une brutalité qui est inhérente à ce modèle. C'est la brutalité dont je parlais tout à l'heure pour l'accès aux terres. L'agrandissement nécessite d'avoir toujours plus de foncier, donc d'en trouver du foncier. C'est la brutalité dans le rapport au sol aussi, au vivant. C'est l'usage des pesticides, c'est considérer le sol uniquement comme un support dans lequel on vient mettre des choses, des plantes et des intrants. Euh, c'est la brutalité aussi, dans une certaine mesure, par rapport aux animaux. C'est un système qui est foncièrement brutal. C'est un mode de production alimentaire qui est forcément brutal. Et cette brutalité, elle se décline aussi dans les rapports humains, en fait. Et à mon sens, voilà ce que moi j'ai fait ressortir en accumulant des témoignages sur ces cas de paysans à qui on a coupé les vivres, pour qui ça a été extrêmement difficile de trouver des financements, qui, parce qu'ils étaient syndiqués dans un syndicat minoritaire, par exemple la Confédération paysanne, ont eu les pires difficultés pour avoir du foncier. Parfois, ça peut se traduire aussi en rumeurs malveillantes, etc. Enfin, j'en passe. Euh, le cas extrême, c'est quoi? Les menaces physiques, Alors, les cas extrêmes, on peut parler déjà des faits pour lesquels on a des éléments. Parce qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas eu, il y a pas eu, il y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de procès, Hmm. il n'y a pas eu de justice, donc il n'y a pas d'éléments. Mais il y a quand même des cas où il y a des éléments. Ce sont par exemple deux inspecteurs du travail en milieu agricole dans les Côtes d'Armor qui interviennent chez un gros maraîcher et qui se font par la suite démonter en partant hein, de chez ce maraîcher, qui se font démonter, déboulonner des roues de leur voiture. C'est ma collègue, ma consoeur, pardon, journaliste Morgane Large, qui enquête sur l'agro-industrie dans le centre-Bretagne. Euh, et donc qui reçoit des appels anonymes. Les portes de la radio dans laquelle elle travaille sont enfoncées. Elle a ses animaux qui sont mis en divagation et à deux reprises également, elle trouve une des roues de sa voiture déboulonnée. Je pourrais parler de ce qui s'est passé avec Eau et Rivières de Bretagne, qui est l'association environnementaliste emblématique ici en Là, Bretagne. là, on sort un petit peu du milieu agricole. Oui, ça, c'est Bien sûr, cas. mais c'est un tout, en fait. Hmm, d'accord, Et moi, mon approche, elle est systémique aussi au d'accord. sens où, pour Hmm, moi, le complexe agro-industriel, c'est pas que le monde agricole et hmm. paysan. Euh, Ça englobe, bien sûr, le monde agricole, mais aussi la transformation, donc les industries agroalimentaires, Alors, la grande distribution, le monde de la finance, tout ça fait système, en fait. alors, on avance un petit peu parce qu'après, il faut qu'on laisse un petit peu la parole aux autres questionnaires. Moi, une des choses qui m'a intéressé beaucoup à la lecture de votre livre, c'est qu'on y trouve aussi le portrait d'un certain nombre d'agriculteurs pour lesquels ça se passe bien et qui sont un peu en dehors justement du système, des espèces de contre-preuves d'une certaine manière, des gens qui sont peut-être moins productifs, mais dont vous nous assurez qu'ils vivent déjà financièrement mieux de leur travail, qu'ils sont un peu moins enchaînés à leur travail, qu'ils arrivent à prendre un bout de week-end ou des vacances, et pour lesquels ça se passe bien. Alors, j'ai l'impression que c'est des gens en général pas trop endettés, qui ont peut-être des techniques un peu moins productives, si je puis dire, que d'autres. J'ai surtout une impression que c'était des gens qui au départ avaient du foncier, c'est ça, peut-être par héritage ou des choses comme ça, ou qui avaient un accès au foncier, m'a-t-il semblé. Mais c'est pas tous des bio, me semble-t-il. Comment est-ce qu'on peut les définir, ces gens qui s'en sortent bien à côté? Il y a plein de profils différents. On en trouve en maraîchage, en arboriculture, en élevage laitier, en élevage porcin. Ce qui est vrai, c'est que la Bretagne est connue avant tout pour être une terre d'élevage, même si c'est la première région
productrice de tomates, par exemple, en France. Oui, il y a des agriculteurs et des agricultrices qui ont envisagé les choses différemment et depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire que dès les années 50, il y a André Pochon, qui est une figure nationale et même internationale hein, de l'agroécologie, qui, dans les Côtes d'Armor, met en place un système d'élevage laitier et porcin basé sur l'herbe. Ça peut paraître pas grand-chose de se dire, bah, tiens, on va élever des vaches à l'herbe. Mais par la suite, le maïs s'est généralisé, c'est presque révolutionnaire de faire manger de l'herbe aux vaches. Euh, et donc, André Pochon, lui, dès les années 50, met en place un système de polyculture, polyélevage, herbager, autonome, économe en intrants, engrais de synthèse et pesticides de synthèse, voire il les réduit, voire il parvient à s'en passer totalement. Et ça, dès les années 50, en fait, c'est validé par l'INRA. Ce qui est important, la chronologie est importante, c'est-à-dire que le productivisme agro-industriel, lui, est mis sur orbite dans les années 1960 et 1970. Avant même qu'il soit mis sur orbite, on a des solutions alternatives qui s'inspirent de méthodes traditionnelles, mais qui les renouvellent largement. Et en fait, là où le système, je mets des guillemets, a été fort par la suite, c'est que ces représentants n'ont pas cessé de nous dire qu'on ne pouvait pas faire autrement, Mhm. qu'on ne pouvait pas être à la fois productif et en même temps ne pas utiliser d'intrants à outrance, intrants de synthèse, pesticides, engrais, ne pas se mécaniser toujours plus, ne pas s'agrandir toujours plus. Pour moi, là, il y a une mystification, il y a une mythologie aussi. La meilleure preuve de ça, c'est qu'effectivement, on a des gens qui réussissent en faisant autrement. Est-ce que vous confirmez le Alors, point qu'en pourquoi et général, c'est comment? des gens qui avaient de la terre au départ, qui avaient leur capital Alors, terre. ce Et que, combien faut-il à peu près pour s'en sortir aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est pas des exploitations quand même considérables en dimension. ça dépend. En fait, vraiment, il y a pas de modèle agroécologique. Par exemple, dans le livre, il y a le cas de Christian Asquette, par exemple, qui lui a une exploitation de taille plutôt moyenne supérieure, voire supérieure. Il a environ 160 vaches et 160 hectares. Il est en bio, en système herbagé total, sans aucun intrant. Ils sont 4 ou 5 à travailler sur la ferme, 3 associés. Ils gagnent très très bien leur vie. Il n'a pas voulu que je donne publiquement son salaire, mais je peux vous dire qu'il gagne très bien sa vie. Ils prennent des vacances, ils prennent des week-ends et ils sont extrêmement indépendants. C'est l'une des clés en fait, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants vis-à-vis des banques, vis-à-vis des techniciens, vis-à-vis des coopératives, vis-à-vis de tout un tas d'acteurs. Contrairement à un certain nombre de leurs confrères et consoeurs qui, eux, sont davantage intégrés dans le système agro-industriel et dont les fermes dépendent de tout un tas d'acteurs, à tel point qu'on se dit que si un seul de ces acteurs lâche, si un seul de ces tuyaux est coupé, la ferme tombe. Euh, J'ai eu l'impression, en vous lisant, que le cas extrême inverse, l'horreur, si je puis dire, mais j'en avais jamais pris conscience à ce point-là, c'est l'agriculture hors sol. Enfin, c'est les gens qui montent des élevages sans avoir de terre, en gros, en investissant dans des hangars et en étant totalement dépendants du banquier, des intrants, de celui qui va leur acheter leur oui, bête, non? oui, effectivement. Là, encore une fois, il y a plusieurs façons de faire du hors-sol. Il y a plusieurs modèles hors-sol. Il y a des gens qui sont en élevage hors-sol de poulets, par exemple, ou de porcs, et qui ont des terres. Donc, qui sont en mesure de produire tout ou partie de l'alimentation qu'ils vont donner à leurs animaux. Ce qui fait qu'ils sont certes en hors-sol, mais qu'ils ont une forme d'indépendance et d'autonomie. À l'extrême opposé, on a les gens qui sont en système hors-sol intégré, sans terre, et qui là dépendent à tous les niveaux, puisqu'ils dépendent pour la fourniture de leurs animaux. On leur amène les animaux à 3 mois, par exemple, et on leur amène l'alimentation aussi. Donc là, ils sont totalement dépendants. On dit d'ailleurs qu'ils sont intégrés et ils ont des contrats d'intégration. Je rebondis juste sur ce que vous disiez sur la productivité, parce que je n'ai pas vraiment répondu, et sur la surface nécessaire. Moi, je ne veux pas donner de chiffres sur la surface.
Parce qu'en fait, je connais des gens qui sont en modèle alternatif, agroécologique, et pour qui ça fonctionne, euh, qui ont 150 hectares de terre, et j'en connais d'autres qui sont en maraîchage bio-intensif sur petite surface, qui ont à peine 1 hectare, et pour qui ça marche aussi. Donc en fait, la question, elle n'est pas de la taille du foncier, la question, elle est comment on met en place un système qui soit adapté aux vivants autour de soi, au Hum. milieu, qui soit adapté au financement dont on dispose et qui soit cohérent d'un point de vue de la production, d'un point de vue social et environnemental aussi, et qui permette de dégager de la valeur. Elle est là la clé Là, finalement. Euh, et enfin, je vous en juste, prie. excusez-moi Jean-Claude, mais sur la notion de productivité, euh, c'est pas parce qu'on est moins intensif qu'on est moins productif. Euh, Et la productivité, c'est pas la même chose que le productivisme. Euh, Concrètement, euh, on peut être sur une ferme de taille, de petite taille. euh, je prends du maraîchage bio-intensif, par exemple, sur petite surface, 1 hectare, et être extrêmement productif. C'est-à-dire qu'on va valoriser quasiment chaque centimètre carré de son espace avec des techniques agroécologiques qui vont faire qu'on va maximiser les rendements. On peut aussi être en système herbager d'élevage laitier, par exemple, sans intrants, très peu, et être certes, par exemple, là où votre vache, euh, la vache de compétition, la Primolstein, des fermes très intensives, robotisées, etc., va faire par exemple 10 000 litres de lait par an parce qu'on va la pousser, la pousser, la pousser au maximum. Mais on va avoir, c'est comme une Ferrari, ces vaches-là, en fait. C'est comme une Formule 1. Ça a besoin de beaucoup de mécaniciens, donc de beaucoup de vétérinaires, etc. On va la pousser, mais ça va coûter très cher en frais vétérinaires, etc. Et la vache ne va pas vivre longtemps. Donc au final, certes, on est productif à court terme, on est très intensif, euh, mais par rapport à un éleveur qui va utiliser très peu d'intrants, très peu de consommation intermédiaire, très peu de frais vétérinaires et dont la vache va vivre 2 ou 3 fois plus longtemps, finalement, qui est le plus productif? C'est-à-dire le rapport entre la production finale et les coûts et ce que ça a Alors, demandé. discussion sur euh, l'état de l'agriculture, des agriculteurs. On m'évoque des prix payés à la production, on m'évoque des prix payés par le consommateur, le grand débat sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la grande distribution, etc. Mais il me semble que je ne vois jamais, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas su trouver, entrer dans le débat justement le coût des intrants et leur évolution. Est-ce que le coût du système, comme vous dites, est évalué dans des rapports quelque part, son évolution? Est-ce que l'inflation a été plus grande sur le coût des engrais, de la nourriture animale que sur autre chose? Moi, j'ai aucun élément là-dessus, mais c'est peut-être Non, parce que le j'ai pire, pas c'est su. qu'on a ces éléments et qu'on a des excellents services de statistiques agricoles en France. Et ce qu'on observe, en fait, quand on lit ces statistiques, et je vais essayer d'être clair et synthétique, c'est que on a une rupture qui s'opère à partir du milieu des années 80, avec une libéralisation accrue de l'économie. C'est aussi les débuts du néolibéralisme. Donc, libéralisation, financiarisation, c'est le moment où on commence à produire tellement qu'il faut trouver des débouchés à l'export, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, dans un certain nombre de filières, euh, le coût de la production est tel, c'est-à-dire le coût nécessaire pour produire tout ce qu'on produit de lait, de porc dans une ferme, le coût en intrants, en alimentation animale, en frais vétérinaires, en machines agricoles, en infrastructures, voilà, est tel que un certain nombre de filières deviennent dépendantes des subventions. C'est-à-dire que le prix payé pour leur production, qui ne cesse de baisser, la courbe de ce prix payé croise celle du coût nécessaire à, à l'obtention de ces productions, si vous voulez. Les consommations intermédiaires, ce que j'appelle les consommations intermédiaires, c'est les intrants, c'est l'alimentation, c'est les frais vétérinaires, etc., eux, ne cessent de croître. Et dans le même temps,
à partir de cette époque-là, à partir des années 1980, on a l'endettement, le taux d'endettement des fermes françaises qui lui aussi ne cesse de croître. On arrive à une moyenne de 42% maintenant en France en 2019, je crois, taux d'endettement moyen des fermes, 57% en Bretagne, c'est beaucoup. Et en fait, dans le même temps, la valeur relative des charges sociales payées par les exploitations est restée stable. Je dis ça pourquoi? Parce que, suivez mon regard, on entend souvent la FNSEA, les représentants de la FNSEA, dire oh là là, si on n'y arrive pas, bon, d'une part, c'est à cause de la grande distribution, c'est en partie vrai, et d'autre part, c'est à cause des charges qui nous étouffent, toujours trop de charges, de charges, de charges, de charges. En fait, c'est pas vrai. Ce qui a augmenté en valeur relative, c'est pas les charges, elles sont restées assez stables, par ferme, c'est l'endettement. Ces fermes qui sont devenues toujours plus grandes, toujours plus mécanisées, etc., toujours plus spécialisées, avec des productions toujours plus standardisées, c'est ça, hein, le productivisme, elles ont besoin de s'endetter. Et on a fait en sorte aussi, on les a largement encouragées à s'endetter. Et en fait, la clé, elle est là. C'est-à-dire que ce taux d'endettement, il est central. Et dans cet endettement, on a bien sûr des dettes de moyen et long terme. Donc là, c'est pour comment dire, des investissements qui peuvent être structurants pour la ferme, donc qui peuvent durer, qui peuvent se revendre, etc. Mais on a aussi une part non négligeable et croissante euh, de dettes de court terme, où là, c'est juste pour sortir la tête de l'eau, c'est de la trésorerie. Et donc, les paysans s'endettent auprès de leurs coopératives, auprès de leurs banques, auprès de tout un tas d'acteurs, non pas pour créer des actifs, mais pour simplement avoir de la trésorerie. C'est les prêts de court terme. Pour moi, l'une des clés, elle est là. C'est-à-dire on a rendu les paysans français, comme d'autres, hein, dépendants à la technoscience, mais aussi à la finance. Oui. Euh, euh, et donc, vous me dites que finalement, ce n'est pas le coût des autres intrants qui dérive, le coût Bien sûr des... aussi, par ailleurs. Ah oui, par ailleurs, on a des coûts d'intrants. Excusez-moi, je, je dévie un peu, mais oui, oui, le coût de l'alimentation animale n'a cessé d'augmenter. Le prix des engrais, par exemple, de synthèse n'a cessé d'augmenter aussi. Euh, on voit l'exemple hein, avec la guerre en Ukraine. Euh, l'un des problèmes, l'un des éléments qui entraîne l'inflation, entre autres, il y a de la spéculation, mais c'est pas parce que comment dire, l'Ukraine ou la Russie serait un de nos fournisseurs importants en blé. Nous, on produit l'équivalent de 160% ou 150% en France de notre consommation de blé. Donc, on est exportateur net. Non, le problème, c'est le gaz. C'est-à-dire que sans le gaz naturel russe, on ne peut pas faire d'engrais de synthèse, l'azote de synthèse en particulier, qui est le nerf de la guerre. Donc oui, on a un coût des intrants qui a augmenté et qui a une importance majeure. Euh, est-ce que ce système, qui en profite, si je puis dire? Alors d'abord, le consommateur en profite dans une certaine mesure, puisque c'est vrai que ce système a permis, mais on aurait pu faire autrement, hein. Ce système, parce qu'il est largement subventionné, a permis de diminuer le coût de l'alimentation, hein, c'était l'un des objectifs. Donc le consommateur, d'une certaine façon, en profite. La part la part des montants dédiés à l'alimentation dans le panier moyen des Français est passée, dans mon souvenir, de 30% à 20%, quelque chose comme ça, à partir des années 60 jusqu'à nos jours. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que le consommateur en profite, même si en fait le consommateur il paye trois fois. Effectivement, il ne paye pas cher à la caisse, mais il paye par ailleurs la PAC, premier budget de l'Union européenne, puisque cette agriculture-là ne fonctionne pas sans subvention. Et d'autre part, il paye la dépollution. Euh, Petite parenthèse, c'est l'État, hein, c'est des chiffres étatiques. Si on voulait dépolluer l'intégralité du stock d'eau souterraine en France, des nappes phréatiques, pour les facteurs pesticides et nitrates, pour les ramener
ces stocks d'eau à un niveau de potabilité, il faudrait dépenser entre 300 et 500 milliards d'euros. Donc, bien sûr, on ne va pas le faire. C'est l'équivalent du budget annuel de la France, à peu près. Donc, le consommateur, d'une part. D'autre part, il y a des paysans qui en profitent et qui en ont profité. C'est-à-dire qu'il y a une partie du monde paysan, effectivement, ceux qui ont les meilleures terres, les meilleures capacités techniques, les meilleurs financements aussi, qui ont su saisir les meilleures opportunités euh, et ou qui ont les meilleurs réseaux et qui ont su tirer leur épingle du jeu aussi parce qu'ils se sont placés dans des réseaux de notabilité, dans l'aristocratie agricole, ceux-là s'en sortent. Le problème, à mon sens, c'est qu'ils sont plutôt minoritaires. C'est difficile à dire, mais si on croise les chiffres du revenu, les chiffres donnés par Solidarité Paysan sur l'accompagnement aux paysans en difficulté, on peut estimer que ceux qui s'en sortent vraiment très bien dans le modèle agro-industriel, parmi les paysans, peut-être 15, 20, 30% maximum. Je dis ça à la louche. Bien sûr, c'est aussi la grande distribution. En tout cas, c'est pas la caissière ou le caissier, hein. Mais c'est les dirigeants de la grande distribution, hein. Voilà, en France, on a des empires de la grande distribution. C'est une forme de nouvelle féodalité, d'une certaine façon, à mon sens. J'assume le terme. Donc, eux, bien entendu, bénéficient de ce système. On n'a pas, hein, de produits industriels dans les grands magasins sans une agriculture industrielle. Et on n'a pas d'agriculture industrielle sans débouchés de grande distribution industrielle. Tout ça va ensemble. Et puis, ensuite, c'est également les dirigeants de coopératives. C'est quasiment impossible de connaître les salaires des dirigeants. Je ne parle pas du conseil d'administration. Là, c'est des paysans, voilà, qui sont indemnisés. Je parle des directeurs, Mhm. sous-directeurs des coopératives. C'est quasiment impossible de connaître leur salaire. Certains ont essayé, ils se sont cassés les dents. On a des données qui nous sont arrivées grâce à des procédures au prud'homme, par exemple, euh, qui nous, euh, qui nous montre que, par exemple, un vice-président du Ouessant, qui est une des plus grosses coopératives bretonnes, gagnait en 2010, par là, je crois, aux alentours de 80 000 euros par mois. Je ne sais pas si c'est du net ou du brut. Ah oui, d'accord. Donc, on parle de bons salaires quand même, hein. Et Mhm. puis, enfin, c'est les dirigeants des firmes. C'est les dirigeants des firmes. Vous disiez, il y a pas forcément de dividendes, mais il y a quand même beaucoup de dividendes dans les firmes qui fabriquent des pesticides, qui Mhm. fabriquent des engrais de synthèse, qui fabriquent des machines, qui fabriquent des robots, qui fabriquent des logiciels pour l'agriculture de précision, j'en passe en fait. On va peut-être essayer de passer, si vous voulez bien, à Bien quelques sûr. questions des participants. Une question très, très, très large de Jérôme Caz, qui est, en somme, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Quels sont les leviers, nous dit-il, pour ouvrir les modèles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je ne crois pas à une approche réductionniste qui dirait ça va changer grâce au consommateur, c'est au consommateur de faire évoluer les choses. Il peut voter avec sa carte bleue, etc., etc. Oui, le consommateur est un maillon important, mais il ne peut pas tout. Je ne crois pas non plus à l'approche qui consisterait à dire les paysans évoluent, les choses changent, ça va venir de la base, etc. Non, je ne pense pas parce que ce système est trop dépendant de plein de facteurs. Moi, je pense qu'il faut en revenir pour imaginer ce qui pourrait se passer par la suite, à l'avenir, il faut en revenir à ce qui s'est passé dans les années 1950-1960. Pourquoi cette agriculture-là, pourquoi ces modes de consommation-là, et pourquoi ce nouveau régime alimentaire se met en place? Parce qu'on a un véritable Big Bang, c'est une révolution sociétale, politique, euh, philosophique presque et civilisationnelle qui se met en place à ce moment-là, avec un alignement de planètes exceptionnel entre l'État, les institutions, les collectivités locales, le monde bancaire, la finance, un certain nombre d'entrepreneurs, de sociétés et une part non négligeable du monde paysan. Et c'est parce qu'on a eu cet alignement de planète euh, qu'on a pu
opérer cette révolution. C'est une véritable révolution qui commence par le remembrement, hein. On ne fait pas d'agriculture industrielle sans des paysages industriels. Le remembrement en soi, c'est un Big Bang complètement dingue. Et donc, à mon sens, on ne peut pas imaginer aujourd'hui penser une agriculture différente, sans penser des modes de consommation différents, sans penser des régimes alimentaires différents aussi. Et là, c'est la FAO, c'est le GIEC qui nous dit urgence, urgence, il faut penser des régimes alimentaires différents, parce qu'en Occident, on mange trop de viande, par exemple. Donc, moi, je ne vois pas d'autres possibilités réalistes, et en même temps, ça demande une énergie collective complètement folle, que de retrouver un alignement de planète aujourd'hui. Mais pour aller ailleurs, euh, réaligner les planètes, ça veut dire, voilà, je ne reviens pas sur les détails, mais le monde bancaire, et bien sûr, donc c'est vrai à l'échelle de la Bretagne, qui est la première région agricole de France, l'une des premières d'Europe, mais on ne peut pas faire tout ça sans un alignement vertical aussi, c'est-à-dire région, État, Europe. C'est là où la montagne paraît très haute. Alors, merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref. Je vis en partie dans une belle région voisine pas loin de la Bretagne qui s'appelle le Perche et qui se fait grignoter par la Beauce voisine. Je suis en Eure-et-Loire, dont la préfecture est Chartres. Mhm. J'ai lu votre livre quand il est sorti. Je suis très vigilant sur les problèmes d'environnement et je côtoie des agriculteurs ici. Je retrouve pas mal de sujets que j'ai lus dans votre livre. J'ai deux questions. Petit A, l'exemplarité de certains agriculteurs qui arrivent à s'en sortir. Ne fait, pourquoi vous n'y arrivez, vous, en général, c'est pas vous nommément, vous n'arrivez pas, on n'arrive pas à s'en servir d'exemple et à faire tache d'huile, ou alors peut-être que le système est déjà tellement emberlificoté dans tout le système financier, industriel, etc., que excusez-moi le terme, indémerdable. Deuxièmement, vous n'avez pas parlé de la santé des personnes dans vos coûts cachés, les Oui, externalités négatives, comme on dit. Vous avez parlé de nettoyer les nappes phréatiques, etc. Mais je pense qu'il y a un coût pour la santé humaine bien qui se entendu. retrouve dans une émergence de sensibilité au gluten, d'autisme, et puis bien pire, et ça remet en cause tout le système, et c'est ça ma deuxième question. On a euh, une épidémie galopante d'obésité et de Oui, diabète qui oui. devrait remettre en cause par le haut le système. Et pourquoi n'alertez-vous pas les sénateurs, enfin les élus, en disant il faut intervenir pour que le système ne subventionne pas une alimentation dégénérative, mortifère. Et Hmm. à partir de ce moment-là, eh bien, l'alignement des planètes que vous évoquiez à l'instant devrait pouvoir commencer à se mettre en place en disant ben, il faut revoir toute la chaîne. Je souscris totalement sur ce qui est de la santé. On a aujourd'hui euh, environ la moitié des Français adultes en surpoids. Ça ne veut pas dire obésité, mais surpoids. On a, bon, comme ça, plein d'autres exemples, hein, maladie de la modernité, etc. Donc, on a des problèmes qui sont émergents, ou plus qu'émergents, qu'on voit dans toutes les sociétés qui ont adopté le même régime alimentaire et la même agriculture. Euh, c'est à la fois prise en compte, c'est-à-dire que on le sait, finalement, la malbouffe, c'est pas nouveau, hein. José Bové a fait son combat là-dessus. Euh, et en même temps, rien ne bouge. On pourrait parler des pesticides, hein. C'est une bombe à retardement, à fragmentation. On voit les captages d'eau là qui sont fermés actuellement un peu partout en France. Bon, bah voilà, bombe à retardement. Euh, Pourquoi est-ce que c'est pas une entrée qui permet, jusqu'à présent, malgré le Nutri-Score, etc., le Nutri-Score est un exemple, qui permet des ruptures, parce que justement, et là je bascule sur la première question, tout ça est lié,
parce que ça torpille dans tous les bouts, parce qu'il y a trop de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça bouge, parce que parce que l'agro-industrie, comme l'industrie du tabac, comme l'industrie de l'alcool, comme l'industrie automobile, comme l'industrie du pétrole, fait en sorte, pour protéger ses intérêts, de torpiller les opposants, euh, de manipuler l'opinion, parfois d'acheter certains chercheurs, etc. Enfin, j'en passe. Et bon, voilà, on connaît les méthodes, elles sont maintenant à peu près documentées, etc. Sauf qu'on ne sait pas y faire face. Et puis du lobbying plus traditionnel. Pourquoi, enfin, est-ce que les exemples qu'on peut avoir de paysans qui font les choses différemment et pour qui ça marche plutôt bien, malgré qu'ils rament en sens à contre-courant, hein, des institutions, des financeurs, etc. Pourquoi ça fait pas tache d'huile? À mon sens, pour deux raisons. D'une part, comme vous le disiez, parce que tout est tellement emberlificoté que c'est très, très compliqué de bouger. Et moi, j'ai un certain nombre d'élus et de décideurs qui me disent hein, en off, sous couvert d'anonyme, quand on discute en privé, ils me disent, mais oui, tu as raison, tout ce que tu dis, c'est vrai, on le sait très bien. Et en fait, ça fait 30 ans qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui savent. Seulement, ça, ils le diront jamais en public, ou ils mettront des formes, ils mettront des pincettes, etc. Et ils ne savent pas par quel bout prendre le truc. Et il y a un manque, on pourrait dire un manque de courage, mais c'est un manque de courage collectif aussi, puisque nos élus, c'est nous. Donc voilà, c'est un berlificoté, c'est compliqué, c'est-à-dire que si on commence à dérouler la pelote, on ouvre une boîte de Pandore qui nous emmène sur un truc vertigineux, c'est-à-dire on en prend pour 20 ans minimum, il faut planifier, il faut aligner les planètes, et aligner les planètes, c'est très difficile, et il faut une opinion qui n'est pas accaparée par par des dérives populistes et autres peurs xénophobes comme on voit actuellement. C'est-à-dire le climat n'est pas propice à tout ça. Et enfin, j'en termine. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est la question des imaginaires, question des représentations. On a dans le monde paysan cette foi dans le progrès qui s'est imprimée, voilà, qui est extrêmement forte, qui a passé maintenant une génération. C'est depuis les années 60. C'est toute une partie du monde paysan pour qui le progrès, pour qui la seule voie possible d'évolution, c'est la technoscience, la pétrochimie, plus de machines et plus grand, toujours plus grand, plus grand, plus grand. Je, Euh, alors, je reprends parmi ceux qui nous écoutent, Stéphanie Veillon nous demande, mais vous ne pensez pas, est-ce que le système est au bord de l'implosion? C'est-à-dire, je traduis ce que j'en comprends, c'est est-ce que le système productiviste que vous dénoncez, où ça se passe tellement pas bien que il va falloir trouver d'autres solutions. alors, Et, et, et ouais. à l'évidence, il est dans des impasses, hein, tout ce qu'on a évoqué, impasse humaine, impasse sociale, impasse économique, impasse environnementale. Seulement, une impasse, ça peut être très long, quoi, avant qu'on arrive dans le mur. Donc on peut rouler dans l'impasse, même à tombeau ouvert, pendant 10, 20, 30 ans, avant d'arriver dans le mur. Peut-être que, et je ne sais pas si on le connaîtra, ce mur, moi je ne veux pas parler au futur de l'indicatif, hein, peut-être qu'il y aura des murs économiques, peut-être que ce sera un printemps sans pollinisateurs. On ne peut pas faire d'agriculture hein, véritablement sans pollinisateurs, c'est très compliqué quand même. Peut-être que ce sera 2 étés à 45 degrés de suite ou trois. Voilà, le facteur érosion qui est très important, parce que qui dit érosion dit désertification. Quoi. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, oui, il y a des impasses, et oui, on peut imaginer peut-être que le système, au bout d'un moment, va racier la branche, en fait. Le problème, c'est qu'il va tous nous entraîner avec lui. Euh, Moi, j'ai pensé peut-être naïvement au milieu des années 2010 qu'on était en passe de prendre des tournants, des virages importants. Voilà, il y avait des prises de conscience dans l'opinion, il y avait
montée en puissance de l'agroécologie. Stéphane Le Foll, au ministère de l'Agriculture, avait fait un travail non négligeable avec les moyens dont il disposait. J'ai pensé à ce moment-là qu'on pouvait avoir un tournant, et puis en fait, on a assisté depuis 2017 à peu près à une sorte de contre-révolution où le système affaibli, attaqué aussi, euh, a contre-attaqué et a mis en branle tous ces... Bon, disons que c'est son instinct de survie, d'une certaine façon. C'est ce qu'on constate aujourd'hui, hein. Voilà, il y a euh, un retour, hein, il y a un regain. Alors, oui, le système, il a notamment, il attaque assez régulièrement, si je puis dire, sur le plan des idées, en nous disant l'agriculture française ne va plus arriver à nourrir les Français, la balance agricole se dégrade, donc il faut le productivisme. Je caricature. Euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre? Genre, en somme, votre agriculture idéale avec des agriculteurs qui vivent mieux mais un peu moins productifs nous ferait revenir en arrière à une époque, je me souviens qu'on décrivait dans nos livres de géographie d'histoire, cette époque où l'agriculture française n'arrivait pas à nourrir les Français. Ouais. Alors, il y aurait tant à dire. Euh, j'ai essayé d'être court. Le système, il est très fort pour inventer des mythes qui permettent sa propre perpétuation. Et parmi ces mythes, effectivement, il y a on ne peut pas nourrir le monde avec une agroécologie, un système agroécologie. Bon, on a maintenant un certain nombre d'études, une batterie d'études qui nous montrent, qui tentent à montrer qu'en fait, si, c'est possible. C'est possible à certaines conditions, des conditions assez radicales, hein. Il faut changer de régime alimentaire et il faut changer de mode de consommation et il faut changer d'agriculture. Et à ce moment-là, c'est possible de nourrir la planète euh, avec des pratiques qui soient agroécologiques et donc une logique qui soit viable socialement et d'un point de vue aussi de la biosphère, hein, parce que c'est ça dont il s'agit. On a les études, on a un certain nombre d'exemples concrets aussi qui nous montrent sur le terrain qu'il est possible d'être productif, voire très productif, en faisant différemment. On peut s'intéresser à ce qui se passe dans certains États indiens, en particulier l'Andhra Pradesh, c'est quand même 58 millions d'habitants. Il y a une vaste politique agroécologique qui a été mise en place. Bon, ils n'ont pas été envahis par les criquets, hein, ça se passe plutôt bien. On peut aussi parler du cas de Cuba, Cuba qui a plein de problèmes. Moi, je vais pas comment dire, faire un panégyrique du régime cubain, c'est pas du tout le sujet. Mais de fait, les Cubains ont été obligés, à cause de l'embargo, d'inventer une agriculture sans trop d'intrants, en fait, parce qu'ils ne pouvaient pas en acheter. Il y a plein de problèmes à Cuba, mais à ma connaissance, il n'y a pas de problème de famine. Euh, Ensuite, il faut savoir qu'aujourd'hui, le système, il produit environ 330 kilos d'équivalent céréales par habitant, par humain sur cette planète, alors qu'on en a besoin, dans mes souvenirs, de 200. C'est-à-dire, il y a du trop plein, il y a du trop. Euh, il y a du gaspillage alimentaire, il y a de la spéculation, il y a, voilà. Euh, Et malgré ça, on a 800 millions ou 900 millions de personnes qui souffrent de la faim. Donc, quand le système nous dit il n'y a pas d'autre solution parce qu'il faut nourrir le monde, c'est-à-dire lui-même ne nourrit pas le monde à cause de la spéculation, à cause de tout un tas de choses. Voilà, et puis bon, là je pourrais en parler des heures parce que Oui, sur la mais souveraineté alimentaire, et la souveraineté alimentaire pour moi c'est un alors, bel exemple de alors, manipulation. alors, j'aperçois des questions de Marie-Hélène Dubrul qui me semblent touchent à des aspects essentiels de notre sujet, notamment à la démographie agricole. Parce que Mhm. euh, on nous dit, notamment dans un certain nombre d'articles ou de rapports parlementaires, qu'au fond, un des aspects qui menace la performance globale de notre système agricole et sa capacité à nourrir le pays, à exporter,
c'est le fait que des agriculteurs vont quitter, vont prendre leur retraite et qu'on ne voit pas se dessiner de remplacement. Alors on voit bien qu'à partir de là, il peut y avoir plusieurs hypothèses où on s'arrange pour donner plus envie à d'autres de revenir dans l'agriculture, ou au contraire, c'est le phénomène que vous évoquiez au début, c'est-à-dire que toutes ces exploitations sont rachetées de plus en plus par quelques entreprises qui deviennent énormes. On va vers quoi et comment éventuellement infléchir euh, ces tendances? On va vers on va vers une agriculture de firme, effectivement. C'est déjà le cas peut-être dans certains pays. Et on y va en France, c'est-à-dire qu'on entend souvent, oui, l'agriculture française est familiale, les fermes françaises sont de petite taille. Bon, d'une part, tout est relatif, et d'autre part, la familiale, non, c'est plus très vrai. On a une financiarisation, on a des modèles sociétaires voilà, qui se mettent en place, et on tend effectivement en France vers, si on n'infléchit pas la tendance, vers une agriculture de firme, avec des firmes ou des coopératives qui sont actionnaires ou bien dont dépendent de façon très intégrée les fermes, des fermes toujours plus grandes, toujours plus mécanisées, toujours plus robotisées, avec toujours moins de main-d'œuvre. Ça, c'est la tendance actuelle, c'est indéniable. On a une installation pour 3 départs de paysans, une moyenne d'âge de 50 ans, rendez-vous compte, enfin, c'est sidérant. 50 ans de moyenne d'âge dans le monde agricole, c'est une des professions les plus vieillissantes, alors que c'est l'une des professions les plus indispensables à la collectivité. Donc là, si c'est pas le témoignage de l'échec patent de ce modèle, moi, je comprends plus rien. Euh, Comment faire? Ben, il faut former massivement des paysans, donc il faut donner envie. Euh, et pour donner envie, à mon avis, il faut changer un certain nombre de choses. C'est-à-dire, moi, j'entends des responsables agricoles aujourd'hui qui disent, oui, il faut qu'on forme les jeunes et pour ça, il faut qu'on leur montre que les fermes peuvent être modernes et technologiques avec des machines très perfectionnées et des robots et des ordinateurs. Mais en fait, tout ça, ça fascine les fils de paysans, dont moi. Ça m'a fasciné, les grosses bécanes, les énormes moissonneuses, etc., machin. Mais ceux qu'on appelle les non-issus du milieu agricole, qui viennent de la ville, etc., il va falloir piocher dans ce réservoir, entre guillemets, pour former des nouveaux paysans. C'est indispensable. On n'a plus assez de candidats par ailleurs. Euh, à mon sens, c'est pas les grosses machines qui les intéressent en fait. S'ils vont dans l'agriculture, c'est pour le rapport au vivant, c'est pour produire des choses qui ont du sens, être dans un territoire, voilà, avec plus de résilience. Donc là, les comptes n'y sont pas. Mais si je comprends bien, l'évolution, si on laisse faire, l'évolution que vous nous annoncez, c'est plutôt une évolution vers des exploitations de plus en plus grandes et de plus en plus sur un modèle d'entreprise avec beaucoup moins de monde. Euh, Ben, c'est ce qui est en train de se passer, en fait. d'accord. C'est ce qui est en train de se passer. Et là, moi, je présage pas de l'avenir, hein, je suis pas Madame Irma, mais je regarde les chiffres, les statistiques, c'est ce qui est déjà en train de se passer. Et, Voilà. et alors du coup, je prends une deuxième partie de la question de Marie-Hélène. Vous avez fait très rapidement allusion tout à l'heure à la question de l'effet de la PAC et des subventions. Quelle est, de ces deux formes d'agriculture, quelle est celle qui dépend le plus ou qui a le plus besoin de l'argent de la politique agricole commune? Tout dépend, en fait, tout dépend, actuellement, en tout cas, celle qui est largement perfusée par l'argent public, par les subventions, en particulier de la PAC, c'est l'agro-industrie productiviste. C'est cette agriculture qu'on pourrait dire extractiviste, pétrochimique. Voilà, on a des subventions globalement aujourd'hui. Plus on a d'hectares, euh, plus on est subventionné, alors qu'on pourrait imaginer un système qui subventionne la main-d'œuvre, qui subventionne davantage la protection, voire la régénération du vivant. Ce n'est pas le cas, même s'il y a il y a des évolutions. La PAC, les subventions, en fait, euh, en soi, c'est pas satanique. Toutes les agricultures du monde occidental sont subventionnées. L'agriculture aux USA est deux fois plus subventionnée par tête de pipe que l'agriculture européenne. Et elle est au moins, voire plus, productiviste.
L'agriculture brésilienne est très subventionnée. Voilà, donc en fait, à partir du moment où collectivement on décide de déléguer la tâche agricole, la tâche paysanne à une petite partie de la population, c'est-à-dire à partir du moment où on décide collectivement d'avoir un secteur primaire réduit à sa portion congrue, on n'a pas d'autre choix presque que de subventionner. Euh, donc en soi, c'est pas problématique. La question en fait, c'est comment est-ce qu'on flèche ces aides, à qui on les donne et quel comment dire droit de regard les payeurs peuvent avoir. Actuellement, tout ça est quand même très limité, quoi. C'est-à-dire que les payeurs, hein, c'est nous, c'est vous, c'est. Mais a priori, quel est le modèle qui en consomme le plus? Ah bah Les aujourd'hui, aides. aujourd'hui, clairement, c'est le modèle, c'est le modèle dominant, l'agro-industrie productiviste. C'est-à-dire le blé français est très lourd, très largement subventionné, Hmm. d'ailleurs plus que l'élevage. Dans l'absolu, si c'est votre question, dans l'absolu, quel est le modèle qui en demanderait le plus? Ou qui en demande le plus aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui, voilà, c'est très clair. Hmm. Et Euh, l'argent va là. une petite précision au passage. Tout à l'heure, nous avons évoqué les rémunérations des dirigeants de coopératives comme un secret bien gardé. Euh, Notre ami Olivier Artigue nous fait remarquer que dans les entreprises, théoriquement, le montant global des rémunérations des trois principaux dirigeants doit être renseigné dans les rapports financiers. Est-ce que les coopératives sont exemptes de cette obligation? Je n'en sais rien. Alors, je sais qu'il y a une obligation de transparence pour les entreprises cotées, Oui. où là c'est beaucoup plus facile d'avoir accès aux rémunérations des dirigeants. Euh, je sais qu'il y a certaines coopératives qui annoncent dans leur rapport financier, donc présenté en Assemblée générale, le montant total des 10 plus importantes rémunérations. J'ai vu passer ça pour Eureden, je crois, qui est la plus grosse coopérative bretonne. Après, je ne suis pas assez spécialiste du statut des coopératives, qui est quand même assez particulier, pour répondre sur est-ce qu'il y a obligation, qu'est-ce qu'il en est, etc. D'accord. Donc, euh, certaines coopératives, en tout cas, publient leurs 10 principales rémunérations. Oui, le problème, c'est qu'on a on a des chiffres qui sont difficiles à interpréter parce que déjà, c'est les 10 principales rémunérations, à ce que moi j'ai pu voir. Et puis ensuite, on a des jetons de présence, on a Hmm. éventuellement des remontées depuis les filiales, etc. En quoi Vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de ces chiffres. c'est ça? Et là, je m'appuie sur les travaux de la coordination rurale, par exemple, hein, voilà, je veux dire, c'est les syndicats eux-mêmes, FNSEA et coordination rurale, qui déplorent l'opacité des coopératives. Alors, je ne suis pas sûr de bien interpréter la question de Jérôme Caz, mais que je vais traduire à ma manière. Je vois qu'il écrit: peut-on s'aligner sur la décarbonation? Alors, j'allais dire, et la décarbonation dans tout ça, c'est-à-dire, est-ce que le souci commun que nous avons tous d'émettre moins de CO2 peut avoir un effet sur l'évolution des maladies? Oula. Euh, Est-ce que c'est un levier? Est-ce que ça fait partie des leviers qui peuvent faire bouger le système, à votre avis? Bah, nécessairement, déjà parce qu'on a des objectifs, hein, on a des objectifs en France. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on a des objectifs pour 2030 sur l'agriculture comme sur les autres secteurs. Il faudrait faire théoriquement d'ici à 2030 deux fois plus que ce qu'on a fait depuis 1990 pour l'agriculture en matière de décarbonation. C'est mal barré, hein, à vue de nez. Mais oui, ça peut et ça doit être un levier, ne serait-ce que parce qu'en en fait, euh, on ne peut pas faire cette agriculture-là sans pétrochimie. On ne peut pas faire cette agriculture-là sans pétrole, sans gaz. Elle est foncièrement, fondamentalement extractiviste, donc émettrice nette pas de carbone, mais de CO2. C'est ça, oui. Mhm. Euh, et
très dépendante envers le pétrole, envers le gaz, envers tout un tas de choses qui sont non renouvelables. Aujourd'hui, on a des tracteurs de 200 chevaux, 250 chevaux, voilà, c'est devenu la norme, c'est énorme. C'est une puissance colossale, hein, 200 chevaux. Le problème, c'est que autant la voiture électrique, on sait faire, ça pose tout un tas de problèmes, mais on sait faire. C'est de la puissance de roulage. Moi, je ne connais pas les termes exacts, mais le tracteur de 200 chevaux électrique, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est de la puissance de traction pure. Et là, alors, encore une fois, je ne suis pas expert, mais ce que j'ai pu en voir, c'est que dans l'absolu, il faudrait une remorque de batterie derrière pour pouvoir avoir 5 heures d'autonomie sur un 200 chevaux, quoi. Alors, la technique évolue, tout ça, voilà, on verra ce qui se passera, mais le compte n'y est pas, en fait. Donc la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'avec les coûts du pétrole, etc., on va faire pour faire cette agriculture-là, alors qu'on n'a pas vraiment les solutions techniques. Alors sans doute qu'on réservera notre toute dernière goutte de pétrole pour les moissonneuses-batteuses, parce que c'est tellement vital que... Mais moi, en fait, je termine. Je vois qu'une solution, en fait, parce qu'on pourrait penser au solaire, etc. Oui, très bien, très bien, très bien, mais en fait, le pétrole est tellement efficace. Je vois qu'une solution, c'est la main-d'œuvre, c'est l'humain. Qui n'est pas, si je puis dire, l'évolution spontanée du modèle, d'après ce que nous comprenons euh, à ce stade. Euh, Stéphanie Veillon, qui a déjà posé une question tout à l'heure, nous repose la question, d'une certaine manière, des circuits courts, de ces circuits notamment, on avait vu se développer pas mal, on nous rappelle-t-elle, pendant l'épidémie de Covid. Est-ce que ce type, d'une certaine manière, d'entente consommateur-agriculteur est un levier qui peut faire évoluer le secteur? Oui, c'est un levier important, je pense. Ceci dit, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'alignement des planètes et le côté systémique, c'est-à-dire que si on a, enfin, tant qu'on a une grande distribution qui est puissante, qui a la force de frappe qu'elle a, sans doute la plus puissante d'Europe en France, et que cette grande distribution, qui est quand même là où majoritairement les Français vont faire leurs courses, elle a en rayon à la fois des petits producteurs qu'elle met en avant avec leurs photos à l'entrée du magasin, etc. Donc qu'elle s'achète une éthique à peu de frais, parfois de façon sincère, hein. Je dis pas, moi, il y a des patrons de Super U qui peuvent être très sincères, c'est pas le problème. Mais quand à la fois on a ça en rayon et que dans le même temps on a de la bidoche brésilienne, des kiwis de Nouvelle-Zélande et tout un tas de merde en plastique fabriqué en Chine, bon, l'équation, elle est faussée, en fait, et les dés sont pipés, parce que dans ce contexte-là, avec une grande distribution aussi puissante, eh bien, on pourra avoir autant de bonne volonté de consommateurs, etc., de paysans qui vont déployer une énergie folle pour développer du circuit court. Finalement, bon, bah, on restera à 10%, quoi. Et le bio est à 10% aujourd'hui. Alors, on a du bio artisanal, du bio industriel, donc pas forcément. Mais disons les modèles alternatifs, circuit court, transformation à la ferme, bio, voilà, resteront à 10, 12, 15%, à mon sens en tout cas. D'accord. Donc, d'une certaine manière, vous répondez par la même occasion à la question de Henri Pomerang, qui justement nous disait que il voit dans les hypermarchés des campagnes publicitaires mettant en avant des achats directs, des producteurs locaux, des choses comme ça, etc. En somme, ce que vous nous dites, c'est que oui, ça existe, mais que c'est une petite part à côté du flot de tout le reste. Oui, et que pour euh, en revanche, ça peut faire partie des pistes d'avenir dans une réflexion plus globale où on imaginerait une agriculture qui soit territorialisée, sans être confinée dans son territoire. Il ne s'agit pas de dire on va arrêter d'exporter du vin, par exemple, ce serait sans doute idiot, mais une agriculture qui soit davantage territorialisée. Euh, Très rapidement, moi, je suis dans un pays en Bretagne, dans mon micro-pays hein, du sud de l'Ille-et-Vilaine, c'est pas du tout les terres très favorables du nord du Finistère, c'est des terres différentes qui sont beaucoup moins profondes, plus séchantes, il y a moins de pluie.
on aurait plus intérêt à faire du châtaignier, par exemple, qu'à faire du maïs et du blé, et avoir une vraie filière châtaigne. Seulement, le système a fait, par son uniformisation, l'industrialisation des productions et des territoires, que, comme partout ailleurs, en Bretagne, schématise un petit peu, on y a fait du maïs et du blé et de l'orge en monoculture quasiment, et puis du lait. Ah oui, c'est-à-dire que le système n'est vraiment pas efficient sur le plan technologique, si je puis dire. Bah, d'une certaine façon, il est efficient parce qu'il a rapproché les producteurs, la main-d'œuvre, le minerai. C'est des responsables de coopératives qui ont utilisé ce mot dans les années 90, le minerai. Alors, le minerai, c'est quoi? C'est le lait, le porc, la matière première. Et on pourrait presque dire les paysans aussi. Il a rapproché le minerai des outils de transformation. Donc, il y a une logique de rationalisation, c'est vrai, d'une certaine façon. En fait, on a appliqué le Fordisme à la géographie, quoi. On a appliqué le Fordisme au territoire, voilà. Et on a fait, à l'échelle d'un territoire, on a fait des ateliers, en fait. Et ça a une certaine logique, voilà. Sauf que l'agriculture, le vivant, bah, c'est pas des portes de voiture, c'est pas des joints de caoutchouc. Voilà, c'est là quand même là toute la différence. Qu'est-ce qui, depuis que ce livre est sorti, je sais que vous avez fait pas mal de rencontres comme celle d'aujourd'hui, pas tout en visioconférence, si j'ai bien compris, et il vous est arrivé d'aller à la rencontre de lecteurs, donc de répondre à beaucoup de questions. Mon expérience, c'est que souvent, au fil de ce genre de débat sur un livre, les idées de l'auteur aussi évoluent, il voit apparaître de nouvelles questions, où il donne plus d'importance à d'autres questions. Qu'est-ce qui vous a fait, au fil de ces mois, évoluer par rapport au moment où vous avez écrit votre livre? Qu'est-ce qui m'a fait évoluer? Principalement, moi j'avais beaucoup de doutes. J'ai été dans le doute pendant l'écriture du livre. Ça a été un peu, ça a été compliqué, quoi. Notamment sur la question des violences, de cette brutalité sourde, là où j'avais des témoignages finalement, un peu comme dans les cas de violences faites aux femmes, en fait, où on a plein de témoignages, mais pas forcément les preuves, etc. Donc, moi, je me suis beaucoup arraché les cheveux, ça a été compliqué, j'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress au moment de la sortie du livre, parce que je ne savais pas comment ça allait être reçu, je savais que c'était potentiellement une bombe, une petite bombe, je craignais aussi des attaques personnelles. J'avais peur que mes conclusions partielles sur la question de la brutalité de ce modèle agro-industriel fassent, soient réfutées, en fait, soient largement réfutées. Voilà. Bon, en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Euh, il y a eu beaucoup d'échos favorables, j'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai reçu énormément de messages, en fait, de lecteurs euh, qui, euh, qui viennent conforter mes interprétations. Alors, on pourra toujours penser qu'il y a des biais d'interprétation, effectivement. Ceux qui ne sont pas d'accord ne m'écrivent pas forcément. Mais en tout cas, voilà, j'ai accumulé depuis 6 mois un certain nombre de messages, de témoignages, de gens qui me disent, mais oui, en fait, ce que vous écrivez là, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu, entendu, c'est mon histoire, merci. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que l'effet principal, c'est l'arrivée de nouveaux témoignages. Et alors, dans les objections, parce que vous en avez eu aussi forcément des objections, j'ai même cru voir qu'il y avait eu des débats en Bretagne, etc. Est-ce que dans les objections entendues, il y a des choses qui vous ont un petit peu ébranlé, fait évoluer sur certains sujets? Honnêtement, alors ça peut paraître présomptueux, mais non. Oui, il y a eu beaucoup d'objections, il y a eu beaucoup de débats en Bretagne. Le livre est devenu un objet politique, en fait, dès quasiment la semaine de sa sortie. Il y a des élus qui en ont parlé dans l'hémicycle régional. Mais en fait, les réactions étaient plutôt attendues, c'est-à-dire que les écologistes ont salué le travail et se sont appuyés dessus pour porter leurs revendications. La gauche de gouvernement, c'est-à-dire le PS aux manettes en Bretagne, est resté silencieux, n'a rien dit. Bon, je crois pouvoir dire qu'il en pense pas moins, c'est-à-dire qu'il est plutôt d'accord, globalement.
Et puis la droite, une partie de la droite en tout cas, s'est offusquée, a poussé des cris d'orfraie sur le mode il n'a pas le droit de dire ça, c'est inadmissible, il crache sur notre agriculture, ça nous nourrit, c'est notre économie, etc. Enfin, en fait, tout ça pour moi, c'était assez attendu, quoi. Oui, Et ça, alors oui, c'est un peu inquiet, ça ne rend pas très optimiste, ce que vous dites là. C'est-à-dire que, par exemple, à l'échelle de la Bretagne, les réactions politiques ne montrent pas que ça fait bouger ou que ça a envie de bouger. alors, en apparence, non. Euh, Parce qu'il y a beaucoup d'affichage politique aussi là-dedans, hein. Là, on parle des réactions publiques, mais euh, en apparence, non, mais il y a quand même des plaques tectoniques qui bougent. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai des élus et des décideurs avec qui j'échange en privé et qui me disent, mais oui, tu as raison. Et en fait, ils ne m'auraient pas forcément dit ça il y a 15 ans. Mhm. D'une part, parce que c'était plus compliqué de le dire, et d'autre part, parce que ils ne le pensaient pas forcément il y a 15 ans et eux-mêmes ont bougé. Voilà, donc il y a quand même des choses il y a des choses qui évoluent, c'est évident. Et puis il y a des gens qui bougent en Bretagne, hein. Dans l'industrie agroalimentaire, il y a des gens qui ont des plans ambitieux de transformation, au moins de transition, on pourrait même dire de rupture aussi parfois. C'est peut-être plutôt des PME qui sont dans la rupture, mais voilà, on a une boîte qui fait du chocolat à côté de Morlaix qui s'appelle Grain de Sale, qui est totalement en bio aujourd'hui et qui fait venir ses cacaos par bateau à voile. Donc, il y a Non, mais dans un cargo. ça, c'est un C'est peu, minoritaire, hein. oui, c'est un peu une Ah non, mais solution de luxe, Mais c'est une solution de luxe, bien entendu. Seulement, leur chocolat, je ne vais pas dérouler trop longtemps sur Grain de Sale, mais il est effectivement un peu plus cher au kilo, c'est vrai. Donc tout le monde ne peut pas se le payer. En même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas que collectivement, on arrête de bouffer du chocolat pas cher, Milka, par palette? C'est typiquement le genre de denrée, si j'en crois à ce que disent le GIEC, etc., où il faut qu'on en mange moins, mais mieux, quoi. Bon, eh bien, Mais de écoutez, toute façon, effectivement, Grain Sale, c'est peanuts par rapport à la Cooperl, par rapport à Bigard, viande, etc. Bien entendu. bon, eh bien, on va rester peut-être sur cette note ou ces quelques notes de relatif optimisme, en vous remerciant de nous avoir consacré ce moment et bien, bonne journée à tous. Merci pour vos questions. Il y en a peut-être une ou deux qui se sont perdues dans le fil auquel on n'a pas répondu, mais j'ai l'impression quand même que nous avons essayé de répondre à beaucoup d'entre elles. Merci beaucoup, Nicolas Legendre. Merci à vous tous et bonne journée.